Imagine, tu produis un film, tu passes des années à le monter et le jour de sa sortie, tu décides volontairement de ne pas le montrer partout. Ça paraît complètement con dit comme ça. Hein. Et bah pourtant, c'est exactement ce qu'a fait le distributeur de Jim Queen. Et le plus fou là-dedans, c'est que le film a marché. Alors t'as sans doute vu passer donc, ce film d'animation pour adultes, sorti en salle le 17 juin, donc premier long métrage issu des studios Bobby Pills, réalisé par Marco Nguyen et Nicolas Tané, qui donc nous plonge dans l'univers gay parisien où une étrange maladie, l'hétérose, rend tous les homos fans de foot et porteurs de doudounes sans manches. Les gars deviennent pas juste hétéros, ils deviennent de droite. Mais la doudoune sans manches, là, c'est pas possible. Jim Parfait, la superstar queer des réseaux sociaux, va essayer de trouver un antidote à cette maladie, accompagné de son dernier fan, le jeune Lucien. Alors moi, je suis pas là pour te faire une critique du film, même si évidemment que je l'ai adoré, parce que c'est fun, c'est bien écrit, il se moque de et avec les personnages queer, et justement, je trouve que c'est un film qui est hors des lignes, qui permet aussi à Bobby Pills, donc le studio qu'on connaît avant tout pour Les Cassos et Pipoudou, de montrer qu'il sait faire du long métrage. Bref, c'est de la qualité. Mais moi, ce qui m'intéresse, en petite geek de l'exploitation et de la distribution que je suis, c'est de comprendre ce qui est en train d'arriver à ce film. Parce que quand Jim Queen est sorti, j'ai reçu énormément de messages. Pourquoi il passe pas près de chez moi? Pourquoi est-ce que je dois faire 1 heure de route pour trouver un cinéma où il est diffusé? Pourquoi il n'est pas sorti dans plus de salles? Et pour le coup, moi aussi, je me suis posé la question, parce que spontanément, tu te dis que quand un film sort, le but, c'est de le diffuser dans un maximum de cinéma. Plus il y a de salles, plus il y a de spectateurs, non? Eh pas forcément. Pour mieux comprendre, j'ai discuté avec les équipes de The Jokers Film, donc le distributeur de Jim Queen, mais aussi avec les producteurs de Bobby Pills. Et j'ai découvert que derrière cette sortie, en fait, se cachait une stratégie beaucoup plus complexe qu'elle n'en avait l'air, et surtout tout un fonctionnement du cinéma français dont on n'entend quasiment jamais parler. La programmation, les moyennes par copie, le bouche à oreille, les salles de continuation, la communauté internet. Bref, aujourd'hui, je vais te raconter comment un film que personne ne savait vraiment classer est devenu un véritable cas d'école. Alors, tu t'en rends compte, j'ai plus trop l'habitude de faire ce genre de vidéos longues sur YouTube pour parler de ces sujets. Je suis beaucoup plus active sur Insta et TikTok. Abonne-toi évidemment, Mais pour le coup, j'avais beaucoup trop de choses à dire. Donc j'ai fait une version courte sur Insta TikTok et voici la version longue. Et là, on part donc sur une vidéo un peu fleuve sur le fonctionnement de la distribution en France, parce que pour le coup, c'est un sujet qui me passionne. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si t'aimes bien ce genre de format, peut-être un peu plus tranquille, tu vois, je suis debout en plus avec mon petit prompteur, tranquille. Aussi, pense à t'abonner à cette chaîne YouTube où il y a un autre format absolument trop cool qui s'appelle mon Tour du monde des films, où je regarde un film par pays dans l'ordre alphabétique sur 1 an. Il y a déjà 4 épisodes qui sont sortis. C'est mon gros projet de l'année, donc n'hésite pas à aller le soutenir aussi si tu passes sur cette chaîne. Je suis très contente. Abonne-toi. Au départ, il faut comprendre que Jim Queen, c'était déjà un film atypique. C'est donc un long métrage d'animation français pour adultes porté par Bobby Pills, un studio qui est vraiment connu plutôt sur ses séries Les Cassos, Pipoudou et plein d'autres, et qui a déjà une fanbase assez solide. Le projet, il a été en partie financé par une campagne Ulule à la fin de son financement, parce qu'en fait il galérait un petit peu avec les diffuseurs, et c'est un film qui aborde certains sujets plutôt queer avec un humour qu'on ne trouve pas forcément dans le cinéma français et encore moins dans l'animation française. En gros, c'est un film qu'on savait pas trop où classer, quoi. Et c'est justement parce que il était impossible à comparer que sa sortie, elle a été pensée différemment. La première décision de son distributeur, donc The Jokers Film, ça a été de ne pas le sortir partout. Au contraire. En fait, l'idée, c'était d'abord de le proposer là où il avait le plus de chances de trouver son public. Les grandes villes, les salles de centre-ville et les cinémas où on savait qu'il existait déjà une attente pour ce type de proposition. En fait, l'objectif, c'était pas de couvrir immédiatement tout le territoire, mais de se concentrer sur les premiers spectateurs. Et tu me demanderas pourquoi, Dis pourquoi. Parce qu'au cinéma, en fait, il existe un indice très important dont on parle finalement assez peu, c'est la moyenne par copie. En fait, c'est pas seulement le nombre total d'entrées qui intéresse les distributeurs et les exploitants, donc les gens qui gèrent les salles de ciné, ils regardent aussi combien de spectateurs viennent voir le film dans chacune des salles où il est diffusé. Alors, on va prendre un exemple. Si un film est présent dans 400 salles, mais que les salles sont toutes à moitié remplies, les chiffres seront carrément moins impressionnants que sur un film présent seulement dans 50 salles, mais qui affiche tout complet toute la journée. Tu vois le genre de ratio. 6-7. Et en vrai, The Jokers Film, en fait, ils avaient déjà fait l'expérience de vouloir trop diffuser un film. En 2022,
avec l'année du requin des frères Boukerma, ils avaient diffusé le film en première semaine dans 400 copies. Ça avait fait environ 80 000 entrées à, 4-5 séances par jour, soit une moyenne de 7 spectateurs par séance. C'est ce qu'on appelle un flop. Donc tu comprends mieux pourquoi ils ont changé de stratégie sur celui-là. En limitant volontairement le nombre de copies au départ, Jim Quinn, en fait, il concentre sa fréquentation. Les salles où il a été programmé étaient pleines et il pouvait parfois même ne pas accueillir tous les spectateurs. Par exemple, au UGC Léal, qui est donc le plus gros multiplex de France, le film a commencé le premier mercredi de sa sortie dans des salles à 80 places environ, avant d'être déplacé quelques jours plus tard dans des salles de 150-180 places. Simplement parce que les exploitants en fait, voyaient qu'ils remplissaient déjà toutes leurs séances. Et c'est là que cette stratégie elle devient intéressante. Chaque lundi, les programmateurs donc, décident quels films ils conservent dans leur cinéma, quelles séances ils ajoutent et quels nouveaux films ils accueillent. Quand ils constatent qu'un film réalise d'excellentes moyennes par copie, ils ont beaucoup plus de raisons de lui donner des chances. En gros, au lieu de chercher à être partout dès le premier jour, The Jokers a préféré commencer petit pour avoir l'air gros. Et le film a progressivement gagné en nouvelles copies, en nouveaux horaires et en nouveau cinéma. On va faire un petit point chiffre pour essayer de mieux comprendre et de visualiser un petit peu plus, parce que je suis pas forte en maths, mais les chiffres ça aide à comprendre quand même. Le jour de sa sortie, Jim Quinn a réalisé 8453 entrées sur seulement 95 copies, auxquelles s'ajoutent déjà plus de 7000 spectateurs qui étaient venus aux avant-premières. Et le chiffre important là-dedans, c'est que le film il affiche une moyenne de 507 entrées par écran. C'était, je crois, la 3e meilleure moyenne justement de France, derrière Backroom et Toy Story 5. C'est pas mal, quoi. Et au terme de sa première semaine, le film il cumule déjà plus de 70 000 entrées, avec une moyenne de 743 spectateurs par copie. Et c'est pour ça que, justement, à la 2e semaine, se sont ajoutées 17 copies supplémentaires. Et pour le coup, ça s'arrête pas là. Normalement, la plupart des films perdent des spectateurs après leur premier week-end. Mais Jim Quinn, non. C'était l'inverse. Son 2e week-end a progressé de 33%. Alors, évidemment, c'était grâce à la fête du cinéma avec ses places à 5 €, ça c'était plutôt un bon timing. Et on va pas se mentir, avec la canicule, il y a eu une explosion des entrées dans les cinémas, parce que dans les ciné, il y a la clim, astucieux. Évidemment, ces deux éléments, ils arrivent quasiment jamais au même moment, ça a énormément aidé à booster le film. Mais on a aussi vu que les réseaux de salles en province, ils ont enregistré une hausse de 45%. Et au total, le film a atteint près de 142 000 entrées en seulement 2 semaines. Et évidemment, ça continue sur la 3e. On est à 151 copies avec plus de 169 000 entrées, soit une progression d'environ 30% par rapport à la première semaine. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, on est donc le samedi de la 3e semaine d'exploitation. Et le film a quasiment atteint les 200 000 entrées sur 177 copies. Mais si ces chiffres ils montrent que cette stratégie elle marche bien, on le doit aussi au bouche à oreille. En fait, plutôt que d'essayer de convaincre immédiatement le grand public, les équipes du film ont d'abord voulu toucher celles et ceux qui étaient les plus susceptibles de devenir leurs ambassadeurs, la communauté LGBTQIA+. Et en fait, c'est logique, parce que si les personnes concernées par la représentation proposée par le film s'y retrouvent, t'inquiète quelles seront les premières personnes à en parler autour d'elles, en fait. Parce que quand on y pense, en fait, dans le cinéma, les personnages queer, ils sont encore très souvent racontés dans des drames. Dernièrement, au Festival de Cannes, par exemple, on avait Coward de Lucas Dont, Garance de Jeanne Herry ou Du fioul dans les artères de Pierre Le Gall. Bref, il y en avait plein d'autres. Mais c'était surtout des drames. Et là, pour le coup, Jim Quinn, il prend le contre-pied en proposant une énorme comédie limite potache, remplie d'autodérision, où personne n'est épargné. C'est trash, c'est irrévérencieux et ça touche là où il faut. Et en fait, je pense que c'est avec cette approche humoristique que ça a permis aux spectateurs de se sentir représentés autrement. Et donc, à partir de là, The Jokers, ils voulaient vendre donc une comédie à cette communauté, puis ensuite, juste vendre une comédie. Parce que justement, leur objectif, en fait, c'est pas de faire Jim Quinn le film queer de l'été, mais en fait seulement qu'il devienne la comédie d'animation dont tout le monde parle et que tout le monde veut voir. Et pour accompagner cette stratégie, ils ont mis en place une campagne sur les réseaux sociaux. Il y a eu une avant-première qui a été réservée aux créateurs de contenu, des collaborations rémunérées avec certains d'entre eux qui avaient été choisis en particulier. J'ai pas été prise, je comprends toujours pas pourquoi, parce que moi j'adore le film et que ça fait plusieurs années que je le suis, mais bon, c'est pas grave, ceux qui savent, savent. Mais payez-moi pour parler des films que j'aime en fait, ce serait super.
Mais surtout, la meilleure des collaborations, c'était celle faite avec le Tréma. Alors, je te laisse en profiter. Moi, personnellement, je l'ai regardée 4 fois d'affilée quand elle est sortie. Elle est excellente. Bienvenue dans Est-ce que les hétéros... Non, on arrête tout, c'est très grave. Non, mais ça va, les hétéros, on a compris. Non. Ils vont pas bien. Maintenant, il faut qu'on parle. Bienvenue dans... Est-ce que les homosexuels vont bien? Homosexuel. Aujourd'hui, on s'interroge. Est-ce que les homosexuels vont bien? Hôpitaux saturés, concert de Lady Gaga annulé et scène de panique dans le Marais. L'OMS vient de confirmer la propagation mondiale de cette nouvelle infection sexuellement transmissible, l'hétérose. Attends, c'est quoi ça? Fashion faux pas, on démarre le protocole. Qui a mis le 3ème but de la France contre le Brésil en 98? Emmanuel Petit. C'est quelle couleur? Bah rouge. C'est correct. C'est quoi ça? Un tube de colle. C'est du lubrifiant. Ton dernier bilan IST, il remonte à quand? Je fais confiance à mon instinct. Ok, suivre ses ex sur Insta, t'as trompé? Seulement si elle le découvre. Oh. Je sais pas pourquoi je continue. Ça pue, hein? Ça pue pour toi. Tu te mettrais en couple ouvert? Ouvert de mon côté, ouais. Je peux plus là. C'est qui? Clara Morgan. Mais non, mais it's gay, toi, le man of me. Portia, do you have any massage? It's McCroyd. Fou quand même. Alors, je te l'ai pas mis en entier, mais pardon, mais c'est du génie en fait. Et pour le coup, j'ai décidé en fait de contacter Tréma, qui est un copain, pour en discuter avec lui et pour essayer de mieux comprendre comment s'est déroulée cette collaboration. Alors au début, en fait, donc j'avais l'idée de mon calendrier de l'Avent Pride, de mon format où j'invitais des personnalités LGBT+, à me rejoindre dans mon format. Donc mon format, à chaque fois, je reprends une vidéo, un extrait vidéo que je trouve sur Internet pour dire si les hétérosexuels vont bien ou pas. Avec mon agente, on parlait de différents trucs et en fait, je lui ai parlé du Gym Queen un peu par hasard, je crois, mais je me suis dit, ah tiens, ça pourrait être une bonne idée de faire un truc avec eux. Et elle connaissait The Jokers parce qu'elle vient du cinéma à la base. Et donc, du coup, elle leur a envoyé un message. J'avoue, au début, j'étais en mode, je pense que ça va pas se faire, voilà. Et au final, ça s'est fait de manière très rapide et très fluide. Et alors, à la base, je devais faire juste une collab tout seul. Je me suis dit, c'est trop con. Donc, du coup, j'étais en mode, il faut le faire avec Alex Ramirez et Jérémy Gillet qui doublent les voix des personnages principaux. Sur l'écriture, on avait plusieurs pistes différentes, puisqu'au final, l'épisode qu'on a fait, c'était « Est-ce que les homosexuels vont bien ?» Donc on a détourné le format original, sachant que c'était une idée que moi je voulais faire depuis longtemps, de le détourner dans l'autre sens. Donc j'ai vu le film avant, il me l'a envoyé, pour que je puisse voir quelle séquence on allait utiliser. Et on a discuté, je leur ai proposé ça, je leur ai proposé une trame globale du script. Et ils étaient OK, ils ont fait des petits amendements. Et ensuite, j'ai écrit le script. Et ensuite, c'était parti. Et tout ça, c'est fait, je pense, en 48 heures. Hein, vraiment. En tout cas, à partir du moment où on a décidé qu'on allait le faire tous les trois, ça s'est fait très, très rapidement. Moi, ce qui m'a aussi étonnée, c'est que, en fait, les réactions qu'il y a eu dans les commentaires, en fait, la vidéo, de toute façon, elle a fait des vues de dingo. Et les commentaires, les partages ont été fou, quoi. C'est ça où pour moi c'est une réussite aussi, c'est-à-dire que on aurait fait juste un épisode avec un extrait, c'est ça que je voulais pas faire au départ, et c'est pourtant au début la facilité dans laquelle on allait au tout début, de faire un épisode assez classique où on voit un extrait du film et je dis non, et puis on dit non à trois, et puis voilà, et je trouvais ça un peu dommage. À la fois en termes de challenge d'écriture et puis en fait c'est des comédiens, donc autant en profiter et aller au bout du truc. Et effectivement les commentaires sont ouf parce que à la fois ils sont hyper hypés par l'ambiance générale de la sortie du film, j'ai l'impression que tout le monde adore et que voilà, à juste titre, et à la fois on propose un truc nouveau. Effectivement c'est une des vidéos de mon calendrier de l'Avent, donc de juin, qui a le plus fonctionné. Je crois qu'elle a dépassé justement le nombre, en termes de nombre de vues, elle a dépassé la bande-annonce de Gym Queen, du film. C'est une fierté dans le sens où ça veut dire qu'on a réussi à faire un objet qui existe en lui-même, qui en même temps fait la promo du film, et que si on n'a pas vu le film, c'est pas grave, et que du coup justement les gens repartagent parce que le contenu en lui-même
est intéressant ou drôle, etc. Et donc du coup, pour moi, c'est en ça que c'est une réussite en termes de com, parce que je viens de la com, moi, à la base, en plus. Et donc du coup, c'est qu'en fait, c'est de la création de contenu qui se suffit en elle-même et qui est suffisamment drôle pour qu'elle se repartage. Alors que, justement, une bande-annonce, c'est peut-être un peu plus difficile de la repartager parce que c'est vraiment un objet promotionnel. Alors que là, c'en est un aussi, mais c'est beaucoup plus déguisé. Et surtout, on s'est amusé. Et surtout aussi, c'est trop bien, c'est qu'on a prolongé l'esprit du film. Et c'est ça qui, je pense, aussi a plu. Ce que je vois dans la promotion de cinéma vis-à-vis des créateuristes de contenu, c'est des invitations à des avant-premières. Mais en fait, le fait de pouvoir permettre finalement à des créateuristes du contenu d'être beaucoup plus créatifs, de donner carte blanche. Il faut savoir qu'ils n'ont pas du tout validé le script. Les seules personnes qui ont validé, qui ont fait des retours pour que je change des choses, c'est justement Alex et Jérémy. Mais Joker, ça a validé en l'état et puis c'était parti, quoi. Et ça, c'est assez fou. Même dans d'autres collabs, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, du coup, c'est trop bien de permettre cette liberté créative-là. C'est super. Je pense que le fait que je ne sois pas allé à une avant-première, mais que j'ai pu le regarder avant aussi, moi-même, éventuellement prendre des notes, etc., ça a dû jouer. Des 130 épisodes que j'ai fait, c'est vraiment le seul. C'est déjà c'est le plus long, c'est le plus scripté, le plus joué, le plus star aussi. Donc c'était pas évident qu'on arrive à ce résultat-là, quoi. Merci beaucoup, le Tréma, pour ces infos. Pour le coup, je pense qu'il y a tellement d'autres choses à dire sur le rapport entre l'influence et la promo d'un film. Peut-être que j'en reparlerai ici plus tard, ou sur Instagram, TikTok, tout ça. Pense à t'abonner, on a dit partout. Je suis partout de toute façon. Mais ce qui est le plus fou, en fait, avec cette histoire de Jim Quinn, c'est que à partir de ce moment-là, la campagne autour du film, elle s'est complètement échappée. Des créateurs qui n'étaient pas partenaires ont commencé à publier leurs propres vidéos, des spectateurs ont recommandé le film spontanément, ils sont même allés jusqu'à demander à leur salle de cinéma de le diffuser. En fait, ça a pris une vraie ampleur. Bon, évidemment, moi, je vis un peu dans une bulle parce que c'est tout mon univers et que je fais beaucoup de recherches là-dessus, mais j'ai l'impression, en fait, d'entendre parler du film non-stop sur les réseaux depuis sa sortie. Et c'est ce qui fait qu'on passe d'une campagne marketing à un phénomène. Après, il faut aussi rappeler que le film, en fait, il existait sur Internet avant même sa sortie. Bobby Pills possède une communauté qui est très fidèle grâce à ses séries. Et pour donc terminer le financement de Jim Quinn, ils ont lancé une campagne Ulule, il y a presque un an je crois, qui a été très animée puisque une personne dédiée chez Bobby s'en est occupée quasiment quotidiennement. Moi-même, j'ai vraiment découvert le film à l'époque grâce au Ulule et j'ai évidemment donné des petits sous-sous. Ce qui fait qu'on voit même mon nom au générique à la fin du film. C'était un peu une fierté quand j'ai assisté à la projection au Festival de Cannes en séance de minuit. Vraiment, bon, déjà, de célébrer ça, c'était super. Mais j'avoue, de voir la veine du cinéma comme ça sur le grand écran du Théâtre Lumière, il y a un truc en fait, c'est que t'aides à la création d'une œuvre. Et c'est assez émouvant en fait. Voilà, j'avais pas repensé depuis, c'est assez chouette. Après, il y a aussi Alex Ramirez, Marco Nguyen, donc l'un des co-réalisateurs, et une partie de l'équipe qui sont déjà assez suivis sur les réseaux et qui avaient un public important. Donc forcément, la notoriété, elle a un peu aidé. Mais pour autant, quand j'en ai parlé avec les équipes de The Jokers, ils ont vraiment insisté sur un point, c'est que c'est pas parce qu'on possède une communauté sur Internet qu'un film fonctionnera au cinéma. On a déjà des exemples de films, de gens d'Internet qui se sont plantés. Bon, je vais citer forcément Le Manoir, Mac Walter, Rapide. En fait, c'est pas parce que t'as une grosse commu que les gens viendront voir ton film. Et qui vivra par la suite surtout. Mais, petit mais, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que cette année, les choses elles sont en train de changer. On a des exemples avec Obsession de Curry Barker ou Backroom de Ken Parson. Dans ces cas-là, des créateurs venus donc de réseaux sont arrivés sur grand écran et ont juste explosé les compteurs. Et ça, c'est pas que grâce à leur communauté. C'est surtout grâce à leurs idées révolutionnaires. Et je pense que c'est un peu ce qui est en train de se passer avec Jim Quinn. Évidemment que le public de Bobby Pills ou Alex Ramirez, ils ont envie de les soutenir. Mais en fait, c'est avant tout parce que Jim Quinn, c'est un concept intelligent et bien fait, qui va plaire aux amateurs d'animation, à la communauté LGBTQIA+, et aux spectateurs qui sont curieux. Et donc forcément, ça donne envie de parler du film.
Et cette envie de partager le film, ça a d'ailleurs créé un phénomène auquel le distributeur ne s'attendait pas. C'est ce qu'on appelle le marketing de la frustration. En fait, comme le film n'était pas disponible de partout, il y a beaucoup de spectateurs qui sont retrouvés frustrés de ne pas pouvoir le voir près de chez eux. Et en fait, au lieu d'abandonner, ils sont allés directement demander à leur cinéma de passer le film. En fait, il faut se dire qu'un programmateur, s'il reçoit plusieurs demandes de spectateurs, en voyant en plus que le film il affiche un très bon taux de remplissage partout où il est projeté, forcément, ça va lui donner envie de le programmer. Et c'est là, en fait, que les spectateurs sont devenus eux-mêmes les commerciaux du film. Après, évidemment, The Jokers, ils peuvent pas accepter toutes les demandes, parce qu'ils doivent rester dans leur stratégie, ils doivent continuer à avancer progressivement. D'abord dans les grandes salles, puis dans les salles dites de continuation. Alors oui, je vais t'apprendre un terme que moi-même j'ai découvert en travaillant ce sujet-là avec les équipes de The Jokers, mais je trouve ça passionnant. Les cinémas de continuation, en fait, ce sont des salles, souvent indépendantes, où tu vois les salles municipales dans ton petit village, ta petite ville, c'est ça. Et en fait, ils récupèrent les films plusieurs semaines après leur sortie nationale. En fait, c'est une étape dont on parle assez peu, mais elle est juste essentielle dans la carrière des films indépendants. Parce qu'elle permet d'aller charger donc progressivement des spectateurs dans des villes beaucoup plus petites, voire dans des villages, et de prolonger la vie du film bien plus tard. Ce qui fait qu'on a des films qui sont encore à l'affiche des semaines, voire des mois après la sortie officielle en salle. Et enfin, une dernière chose qui m'a vraiment marquée dans mes échanges avec donc l'équipe de The Jokers et les producteurs de Bobby Pills, c'est que je leur ai demandé, moi, combien d'entrées ils espéraient faire avec le film, et leur réponse, en fait, elle a été assez simple. Ils n'en avaient pas la moindre foutue idée. Parce que, en fait, Jim Quinn, il a quasiment aucun comparable. C'est ni un blockbuster, ni un film d'auteur classique, ni un simple film d'animation, ni un film d'internet au final. Enfin, aujourd'hui, en fait, c'est très dur d'analyser précisément sa trajectoire. Parce que entre sa sortie après Cannes, le bouche à oreille, la fête du cinéma ou la canicule, ou même encore tout simplement aussi le mois des fiertés, qui a beaucoup aidé à engranger le film, il y a plein d'éléments qui ont joué en même temps. Et c'est ce qui fait qu'en fait ce film c'est un vrai cas d'école. Alors pas parce qu'il a révolutionné la distribution, évidemment, tout ce que je t'ai dit jusque-là, en fait, ça a déjà été plus ou moins vérifié par d'autres films avant ça, mais en fait parce qu'il montre qu'il existe encore en fait une place pour des films qui ressemblent à aucun autre. Et surtout qu'au cinéma, en fait, le succès, il se résume pas à une immense campagne de publicité. Parfois, en fait, il commence dans quelques salles seulement, avant d'être porté par les spectateurs eux-mêmes. Voilà, c'était mon analyse fleuve de la sortie de Jim Quinn. Merci à David et Arthur de Bobby Pills et à Antonin et Héloïse de The Jokers d'avoir répondu à mes questions pour essayer un petit peu de comprendre ce fonctionnement le plus vulgarisément possible. Merci aussi à Loïc et Vincent pour les relectures et les aides sur les chiffres, vous êtes des boss. Et ce genre d'analyse, j'en fais beaucoup sur Insta et TikTok, en plus court évidemment, mais parfois je vais peut-être essayer de revenir ici pour les développer un peu plus, comme ça. Voilà, c'est peut-être un peu foutraque, mais j'avais besoin d'en parler parce que c'est trop intéressant. Et je conclurai cette vidéo par juste ma phrase préférée de tout Jim Quinn. Restez vous-même, les autres sont déjà pris. Pardon, mais elle est incroyable, je l'aime trop. C'est trop bien.